Bienvenue, chers vice-doyens, bienvenue, chers collègues, bienvenue, chers étudiants, chers confrères aussi, et toutes les autres personnes qui se sont intéressées à cette initiative organisée par Camille Moise ce soir. Camille Moise organise ceci dans le cadre de l'atelier TFE, travail de fin d'études, dont le nom est Utopie réalisable. Il faut comprendre ça comme des utopies d'aujourd'hui pour des réalités de demain. Dans le cadre de cet atelier TFE, les étudiants recherchent des réponses aux crises environnementales et développent en général, et au développement des crises de développement en général, et font des recherches sur un développement que nous souhaitions plus durable ou plus soutenable. Donc, dans ce cadre, chaque étudiant est invité à proposer à ses pairs une initiative de partage de connaissances. Ça peut prendre la forme d'un film qu'on regarde ensemble, d'une visite, de présentation de matériaux, ou encore, comme demain soir, une conférence sur la terre crue, des expériences sur les toitures, sur les façades vertes que vous pouvez voir dans la cour de l'école ici, de l'Institut, et aujourd'hui, la conférence de Lux Keuten. Alors, Lux Keuten est diplômé architecte par l'Académie des Beaux-Arts en 1967. Et 1967, c'est l'époque de la prise de conscience des enjeux environnementaux. En 1970, il y a eu la grande conférence de Stockholm, à l'occasion de laquelle tous les grands enjeux qui sont dépeints aujourd'hui étaient déjà pointés, étaient déjà présents. Et de fil en aiguille, ça a donné lieu au développement durable dont on parle beaucoup. La génération de Lux Keuten est une génération d'architectes qui a pris conscience des questions de développement durable, d'environnement et de développement de nos sociétés. Mais c'est une génération qui n'a pas encore vraiment, à ce moment-là, été très, très écoutée, on peut dire. Puis, s'est suivi une génération, on va dire, bioclimatique, avec des architectes qui ont appris le principe du bioclimatisme pour consommer moins, pour tirer parti mieux de la nature. Et puis une génération, on va dire, développement durable et éco-construction, où là, les démarches ont commencé à être beaucoup plus construites, notamment sous la houlette de l'architecture et climat, du CERA, pour citer des exemples de centres de recherche qui sont proches de nous, mais aussi de beaucoup d'autres acteurs, et notamment dans les milieux, les administrations et les milieux politiques. Et puis la génération d'aujourd'hui est confrontée à de nouveaux enjeux, notamment des gens qui ont des grandes responsabilités, mais ne sont pas toujours éveillés aux grands enjeux environnementaux d'aujourd'hui, mais surtout à des questions d'effondrement qui sont soulignées par quelqu'un comme Pablo Servigne. Pablo Servigne nous dit que notre société pourrait être confrontée à un problème d'effondrement, non pas d'ici quelques décennies, mais de notre vivant, et qui a lieu de considérer ça comme une donnée, et donc d'agir sur le terrain pour aller vers plus de résilience. Voilà. Et nos étudiants nous demandons aujourd'hui donc de penser des utopies qui seront des réalités demain pour un monde plus durable. Voilà, je cède la parole à Camille qui voudrait vous dire quelques mots avant de commencer. Donc je voulais d'abord tous vous remercier d'avoir répondu avec tant d'enthousiasme et si nombreux. Malheureusement, je n'ai pas pu accepter évidemment tout le monde. Vous avez un peu vu qu'il y avait beaucoup de monde qui répondait présent justement. Dans mon cas, personnellement, je me suis intéressée à M. Lux Keuten car je m'intéresse particulièrement à l'intégration du végétal dans le milieu urbain. Je poursuis cette thématique cette année donc dans le cadre des ateliers d'architecture et donc je voulais vous faire partager ces projets qui pour moi sont source de créativité et de bonnes idées. Et donc voilà, je vous laisse la parole, M. Keuten. Merci. Bonsoir. Pour commencer, je vais faire un exposé dans lequel je vais vous parler de choses fort personnelles à certains moments. Certainement parce que entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je dessine, ce que je montre, j'ai toujours cherché à ce qu'il y ait une grande cohésion. Donc il n'y a pas de séparation chez moi entre tout cela. Et je pense que c'est important pour être crédible qu'il y ait cette cohérence.
L'utopie, on le définit souvent en disant que c'est impossible qui n'a pas encore été réalisé. J'adhère tout à fait à cette vision des choses et je vous rappelle qu'un architecte, c'est véritablement son métier. Il dessine une chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Il dessine toujours le futur. Une habitation ou autre chose qui va être construite dans les 2-3 ans à venir. C'est donc lui qui va créer ce futur. Alors je me suis demandé à un certain moment si, en travaillant non pas sur l'immédiateté, en projetant les idées, ce que je ressens dans un espace beaucoup plus lointain, je ne pouvais pas ainsi déjà montrer ce projet d'un devenir qui est quelque chose que moi, en tout cas, je souhaite. Alors, ces dessins que vous allez voir, c'est véritablement l'univers dans lequel je vis, parce que je suis beaucoup plus souvent dans mes dessins qu'ailleurs. Donc, si j'ai cherché à les rendre les plus agréables possibles, c'est aussi parce que j'y habite et que c'était donc pour moi une chose intéressante de pouvoir aménager l'environnement dans lequel je me projette. Alors, tout d'abord, une des parts de la réflexion, c'est de se dire, il y a un siècle, on imaginait que le futur allait être quelque chose d'absolument incroyable. On allait avoir accès à tout, les voitures volantes, etc., des robots partout, les bienfaits allaient être pour l'ensemble de l'humanité extraordinaires. Et un siècle plus tard, aujourd'hui, notre vision du futur est absolument apocalyptique. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer d'une vision aussi positive à une vision aussi noire? Actuellement, regardez les médias, l'ensemble de ce qu'on nous présente dans la littérature, dans l'imaginaire, dans le cinéma, etc., c'est toujours un avenir très noir. Alors, j'ai essayé de répondre à cette question par différentes réflexions et images, parce que c'est toujours avec les images que je m'exprime, en tout cas principalement dans ce que je veux faire passer comme idée. La ville aujourd'hui est devenue évidemment très différente de ce qu'il y a un siècle. On a multiplié des constructions qui sont banalisées, standardisées, des boîtes hermétiques qui sont les mêmes pratiquement partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. On construit les mêmes boîtes, insipides, inodores, incolores, et on met entre ces boîtes des circulations où les automobiles rendent la vie des piétons et des usagers plus sensibles, assez difficile. On n'a pas du tout amélioré la qualité de notre environnement avec le temps. Notre architecture est devenue à ce point inintéressante, banale, que les publicistes ont dit mais c'est un excellent endroit pour étaler nos slogans mercantiles et faire vendre tout ce qu'on n'arrive pas à vendre autrement. Tellement nous avons appauvri ce que nous avions à dire. Il se fait qu'avant, chaque architecture était liée à un terroir, à une culture, à un sol, un sous-sol, etc. et avait la spécificité du lieu où elle existait. C'est terminé. Avec la mondialisation, on n'a plus que des choses très insipides. Mais on n'a pas que ça. On a aussi des œuvres d'architectes mégalomanes qui font dans le spectacle, dans le cirque. Ils veulent des architectures qui soient le plus spectaculaires possible. Parce que pour eux, une architecture, c'est une pub qui montre leur ego et qui montre l'énorme ambition du promoteur qui veut construire ça. Mais on ne se préoccupe pas de la manière dont on vit derrière la fenêtre, qui est en fait une seule et même ambiance qui cherche simplement à épater, étonner. Évidemment, dans des environnements comme ça, l'individu a beaucoup plus de mal à trouver sa place, son équilibre et se sentir réellement bien. Moi, maintenant, je vais vous parler de quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler d'une architecture qui essaye, qui tente de faire le lien entre l'être humain et l'ensemble du vivant. Une architecture qui crée des contacts, qui crée des ponts, qui rassemble, qui a ce côté empathique de la relation entre tout ce qui constitue le vivant. Le vivant
est absolument ce qui est le plus important pour nous. Nous sommes avant tout des organismes vivants. L'autre sens. Donc, les expériences et mon travail d'architecte a commencé réellement quelques années, 2-3 ans après la sortie de l'école, où j'ai eu la chance de pouvoir concevoir ma maison personnelle. J'ai tenu à ce qu'elle réponde à toutes les envies que j'avais très précisément. Je voulais d'abord couper cette espèce de cordon ombilical qui me reliait à la société, être autonome. Et par coup de chance, les tout premiers capteurs solaires venaient de sortir sur le marché. Donc il y a une firme qui fabriquait ces premiers capteurs, qui me les a offerts. Comme ça, on pouvait montrer comment pouvait fonctionner une maison. J'ai eu une éolienne de la même façon, en expliquant aux fabricants que si on pouvait montrer qu'une maison pouvait fonctionner avec l'éolienne, ça pouvait très bien marcher. Alors cette maison, je l'ai auto-construite avec quelques amis en pas beaucoup de temps, avec pas mal de matériaux de récupération aussi. Et elle était dans son environnement naturel, et il y avait récupération d'eau de pluie, il y avait un verger, il y avait un potager, il y avait toutes sortes de choses qui me permettaient d'être autonome. Et de pouvoir dire que je recréais cette espèce de contact essentiel entre les habitants, la vie et nos besoins les plus essentiels. La façade sud était couverte presque uniquement de capteurs solaires. Il y avait 80 mètres carrés de capteurs solaires qui chauffent une citerne d'eau en bas, dans le sous-sol, de 100 000 litres d'eau qui me permettait de faire un chauffage intersaisonnier. Donc l'eau était chauffée toute l'année et l'hiver, je récupérais ces calories pour chauffer ma maison. Le système que je ne ferais plus, c'était assez sophistiqué, mais c'était très expérimental et c'était très intéressant de voir que ça pouvait marcher et qu'on pouvait ainsi vivre dans ces conditions. La maison entièrement a été repensée sur la base de ce lien avec l'environnement. Vous voyez, la toiture nord, elle change de couleur suivant les saisons. Elle est orientée vers la forêt, elle a cette faculté de s'adapter complètement à son environnement. Et chacune des choses à l'intérieur de la maison, comme l'escalier, était fait avec des doses de hêtres qui venaient de la forêt juste à côté. La scierie était à moins d'1 kilomètre, donc je pouvais ainsi fonctionner dans l'esprit dans lequel je voulais le faire, avec tout ce que je trouvais localement, et surtout concevoir un environnement qui nous correspondait tout à fait. Ça m'a poussé à créer les meubles, à créer des tas de choses que j'avais envie de faire et qui me permettaient de me rapprocher de mes besoins essentiels et de répondre à cette question, à quoi ça doit ressembler pour moi. Donc de trouver une identité particulière à chacune des choses. Vous auriez été visiter cette maison sans que sans que les propriétaires ne soient dedans. Vous auriez compris en grande partie qui nous sommes. Ça, c'est important, je trouve, c'est de trouver cette identité. Alors, la maison amplifie la personnalité de ceux qui y vivent et ça contribue à son développement, à son épanouissement. À la même époque, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais aller plus loin dans la conception d'une maison. Ça ne me plaisait pas trop qu'elle soit comme ça, rectangulaire, et qu'elle corresponde en fait à mes capteurs solaires, à des choses que je n'appréciais pas tellement. Alors finalement, c'était une idée que j'ai toujours trouvée intéressante, c'est de se dire, je me libère de toute contrainte. J'imagine dans quel lieu est-ce que j'aimerais réellement vivre si j'avais les moyens de faire n'importe quoi. Alors ça c'est intéressant parce que ça permet de me donner l'idée de vers quoi je vais, vers quoi est-ce que je tends. Donc j'ai commencé à dessiner des maisons qui correspondaient à mes envies les plus profondes. Eh bien, ça ressemble à un arbre, parce que je trouve qu'il y a là une force, quelque chose que je trouve extraordinaire. Donc j'ai commencé à dessiner des arbres habitables. Et j'en ai fait des maquettes, des tas de choses, et j'ai commencé à développer ces projets pour mon simple amusement. Je les ai gardés dans mes tiroirs durant plus de 30 ans. Mais, au fur et à mesure du temps, j'ai continué à faire évoluer ces projets en dehors de mes heures de travail d'architecte classique, qui a des clients, qui construit des trucs. Mais simplement
chercher à voir à quoi ça pourrait ressembler. Et puis, un petit peu plus tard, après la première maison que je vous ai montrée, j'ai construit ce petit pavillon dans le jardin à 20 mètres de cet endroit-là. Premier atelier d'architecture dans lequel, avec mes amis, on a commencé à travailler. Et cet atelier d'architecture, il correspondait un peu à cette maison que j'avais imaginée. Je ne savais pas la faire comme je l'avais dessinée, mais je pouvais quand même mettre un arbre avec l'escalier qui tourne autour et qui permet d'aller au-dessus. Et il y avait des planches à dessiner à l'intérieur, et c'est là qu'on a travaillé durant des années. On a construit ça pour presque rien qu'avec des matériaux de construction, de démolition. On a récupéré des fenêtres, etc., à gauche et à droite, et on a fait ce petit pavillon, qui a été pour nous une expérience très très importante. Et puis on a construit pour d'autres gens. Là, vous voyez, cette maison, elle a le même typologie. Au milieu de la maison, il y a un arbre, un très grand arbre, qui est un arbre recomposé, mais à partir de multiplex. Et vous avez l'escalier qui tourne autour de l'arbre, qui permet de monter à l'étage et d'accéder à toutes les chambres. La seule circulation, c'est cet arbre autour duquel on tourne. J'ai fait beaucoup de projets comme ça, avec des arbres à l'intérieur, parce qu'il y a là quelque chose, je trouvais, qui exprimait réellement le vivant. Et puis, un arbre, c'est toujours un miracle. Il a poussé comme ça, c'est une construction magnifique, qui n'a fait qu'absorber du CO2 au lieu de le produire. Un peu plus tard, après différents projets que j'ai réalisés pour des clients qui n'allaient jamais aussi loin que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est toujours faire quelque chose qui correspond à ce qu'on vous demande, j'ai imaginé toutes sortes de projets à Bruxelles de réhabilitation des lieux qui sont abandonnés, les coins, les endroits inutilisés, les chancres urbains. Là, vous venez de voir un coin qui a été recomposé avec le seul élément que je trouve véritablement intéressant pour travailler, c'est-à-dire le vivant. Voilà par exemple rue Fossé-au-Loup, un coin qui a été démoli il y a 40 ans, il n'a jamais été reconstruit, on y voit toujours des publicités et des voitures parquées dans tous les sens. Pour moi, c'est très embêtant quand on casse le coin d'une rue et on démolit la pierre angulaire qui fait la structure de la rue. Et c'est l'ensemble de l'édifice urbain qui est attaqué, qui est gangréné. Alors, j'ai imaginé dans ces endroits trop petits pour être reconstruits, parce que ça n'intéresse pas les promoteurs, un endroit qui fait 4 mètres de largeur, sur 6 ou 7 de longueur, c'est très difficile d'y mettre une maison, donc je propose d'y mettre des volumétries qui cicatrisent un peu ces blessures dans la ville et qui font de nouvelles volumétries. Là, c'est le boulevard botanique, ça a été un tout petit peu aménagé maintenant, mais ça reste très pauvre. Je pense que le végétal est quelque chose qui peut certainement apporter un plus dans la ville, parce qu'il vit avec les années, les saisons, les animaux, les oiseaux, etc., toutes sortes de choses. Et c'est un élément important qui nous relie à des parties essentielles de ce qui constitue notre vie. Voilà un projet pour lequel j'ai travaillé longtemps, c'est rue César de Pape, c'est la clinique qui, dans les deux bâtiments, viennent en sens inverse, comme ça ils se sont télescopés au carrefour. Il y a des accidents de voiture, mais il y a des accidents de bâtiments aussi, le coin n'a jamais été réalisé, l'architecte a dû trouver que c'était un peu difficile. Donc c'est un endroit abandonné. Et donc là, j'ai imaginé y faire une très grande cascade. Alors vous voyez, l'eau, elle tombe de très très haut. Il y a des capteurs solaires qui devaient être mis sur le toit de l'hôpital et qui alimentent la cascade. Plus il y a de soleil, plus il y a d'eau qui coule. Mais plus il y a de soleil, plus on a envie de voir aussi de l'eau qui coule. C'est pas quand il pleut qu'on a envie de voir beaucoup d'eau. Et l'ensemble de cette cascade et des rochers qui l'entourent, ce n'est pas des rochers comme faisaient les rocailleurs au siècle dernier. C'est fait avec le seul matériau naturel que la ville produit, ces déchets. Donc ici, j'utilise des dalles de trottoir qui sont cassées en deux et qui deviennent à ce moment-là assez organiques quand on les place et quand on les met en ordre comme des strates.
J'ai fait un essai ici dans mon jardin à Bruxelles pour un peu voir à quoi ça ressemble, mais là ce n'est que du béton, des morceaux de béton que l'on jette d'ordinaire et qui sont assemblés de manière à ce que les plantes puissent travailler et repousser entre, mais ce sont des déchets. Et dans l'ensemble, quand on voit ça un peu de loin, c'est un aspect tout à fait organique. Mais les gens qui s'approchent voient la réalité des choses. Je trouvais que c'était important. Et là, la grande tour du ministère des Finances, qui a maintenant été reliftée il y a déjà quelques années, j'avais imaginé, avant qu'elle ne soit reliftée, qu'elle pouvait être l'occasion de mettre un jardin vertical de très grande ampleur, qui pouvait avoir un impact sur l'ensemble de la ville et constituer une sorte de symbole, des valeurs de ce que la nature peut nous apporter. Tous ces projets n'ont pas eu la chance d'être réalisés, malgré tous les efforts qu'on a faits durant de nombreuses années, mais ils ont été largement diffusés, donc j'ai pu montrer à quel point, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme allure et comme impact sur la ville. Maintenant, quelques 20 ans plus tard, je reprends la même idée et je y rajoute une contrainte supplémentaire, c'est celle d'y rajouter les sans-abri. Il y a dans nos villes une quantité de gens qui sont laissés pour compte, des accidentés de la vie, et qui sont pour moi excessivement choquants qu'ils soient ainsi laissés abandonnés à leur triste sort dans des endroits, dans des conditions souvent déplorables, alors qu'on pourrait très bien, à peu de frais, les loger dans ces endroits-là. C'est dans notre Constitution que chacun a droit à un logement. C'est dans les droits de l'homme également. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces beaux principes? Voilà donc un pignon à Woluwe-Saint-Lambert qui pourrait être un jour réaffecté à une construction qui permettrait d'avoir 3 logements pour sans-abri dans des constructions qui sont des préfabriqués en bois, qui sont donc des matériaux biosourcés, très très bien isolés, et qui permettraient de les intégrer dans un environnement le plus végétal possible pour aider à la cicatrisation de leurs blessures et se réintégrer dans l'environnement. Et chacune de ces habitations ont chaque fois des balcons qui donnent sur l'extérieur de manière à ce qu'ils puissent garder le regard sur la rue, mais un regard inversé. Eux qu'on a toujours regardé de haut en bas, puisqu'ils sont couchés sur le trottoir, là c'est eux qui regarderont passer les gens de haut en bas. En inversant le regard, on inverse la posture, l'attitude que les gens ont et que eux auront vis-à-vis des gens aussi. Et ces projets sont en plein développement maintenant. Voilà typiquement un terrain qui ne sera jamais reconstruit, avec une publicité, bien entendu. Dès qu'on laisse un mur vide, les publicistes s'installent et étalent leur slogan. Voilà ce qu'on pourrait construire à un endroit pareil. Chaque fois une partie végétale, l'escalier est extérieur avec chaque fois des balcons et l'ensemble de la structure est en bois, très bien isolé. Les toitures sont végétalisées également. Donc il y a eu de multiples projets sur toutes les communes de Bruxelles et pour le moment nous en avons 3 qui sont en cours de dépôt de permis de bâtir à Molenbeek, à Forêt et à Evere. Donc ça commence à prendre. On a constitué une ASBL pour arriver à résoudre cela. Et j'ai fait beaucoup de projets sur Bruxelles, en dehors des jardins verticaux. J'ai travaillé par exemple sur le piétonnier, à la demande d'un comité de quartier. Je ne rentre pas toujours dans les demandes officielles qui sont très structurées et techniques, et dans lesquelles on a peu l'occasion d'exprimer la demande réelle des gens. Donc je trouvais plus intéressant de travailler avec le comité de quartier. Et là vous voyez la place de la Bourse qui serait transformée en un lieu de rencontre où tous les gens pourraient venir, les gens qui veulent peuvent se donner rendez-vous, se retrouver là. Il y a des tables qui sont faites
en grosses pierres avec des blocs de verre qui s'éclairent par l'intérieur, des bancs, etc. Et on peut pique-niquer, rencontrer des gens, un lieu de convivialité, avec tout le restant, évidemment, en piétonnier, circulation pour les engins de déplacement doux. Alors j'étais plus loin, la place Fontenasse reprendrait une structure qui ressemble à ce premier pavillon que j'avais imaginé il y a 30 ans plus tôt, et qui serait une pergola. Les plans poussent sur des simples fers à béton qui sont soudés entre eux, qui donnent cette forme, et puis des petites LED s'allument partout, font des espèces d'étoiles, et l'ensemble se couvre de végétal, donc vit avec les saisons, avec le temps, etc. Et ça devient un point de repère. Parce que ce qui nous manque dans la ville, c'est quand même des lieux qui ont des identités fortes, des lieux qui nous permettent de voir à quel endroit on se trouve, au lieu de banaliser toujours nos constructions. On peut quand même arriver à donner des lieux chargés en émotions. Parce que dès qu'on travaille avec les émotions, on commence à permettre aux gens de s'investir dans un lieu, de l'aimer, d'avoir une affection pour quelque chose et avoir un respect, des attitudes qui sont différentes. Et ça fait partie, entre autres, du travail de l'architecte, de commencer à donner des intentions qui vont au-delà des parties techniques qu'il faut bien entendu résoudre aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre, l'un peut être complémentaire à l'autre. Je vais maintenant faire un saut dans le temps et vous montrer, faire un parcours vers ce que pourrait être notre futur. C'est quelque chose que j'aime toujours bien aimer faire, me poser la question, à quoi ce futur pourrait-il ressembler? C'est-à-dire, quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire, le futur, il pourrait faire ceci, il pourrait aller dans ce sens-là ou dans ce sens-ci. Et ça commence par les questions fondamentales que l'on se pose. D'abord, nous savons tous, ça a été tellement de fois dit, la Terre va mal, on l'épuise, le réchauffement climatique crée des conditions très difficiles de vie et va nous créer des problèmes de plus en plus importants durant le temps qui viennent. La Terre est malade et nous sommes responsables de cette maladie. Et nous ne faisons pas grand-chose pour améliorer la situation, que du contraire. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui nous reste comme temps pour les matières premières qui sont sur la planète. D'ici 80 ans, toutes ces matières premières auront disparu. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus ces matières premières pour alimenter une civilisation industrielle? Là, on est véritablement mal, surtout que c'est à la vitesse à laquelle on les consomme aujourd'hui. Or, on les consomme de plus en plus vite. Et dès qu'il y en a une qui a disparu, on se rabat sur ceux qui restent. Donc, on va être en pénurie rapidement de matières premières. Mais également d'énergie, de nos ressources. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'essence, quand on n'a plus d'énergie nucléaire? Même le charbon va commencer à manquer, et si on continue à l'exploiter, on va créer des problèmes ailleurs. On a mis en place un système qui n'a aucune chance de perdurer. Donc la civilisation industrielle a programmé son obsolescence. Nous sommes dans un système d'obsolescence. Les dessins que vous voyez là, et que vous allez encore voir plus loin, sont des dessins qui la plupart sont copyleft. Donc ils ne m'appartiennent plus, je les ai faits pour qu'ils puissent être distribués, que tout le monde puisse les utiliser comme ils veulent. C'est la dernière image que je vais vous montrer sur cette hypothèse sur le futur. C'est-à-dire tout ce qui va nulle part, qui mène à un cul-de-sac ou à une chute. Les bonnes nouvelles commencent à arriver. Voilà une très bonne nouvelle. C'est une termitière. C'est là que vivent les premiers citadins. C'est un immeuble tour gigantesque dans lequel des millions d'individus habitent. Et ils habitent avec ce qu'ils ont trouvé, évidemment, dans leur environnement propre. C'est autoclimatisé, pas un degré de différence entre l'été et l'hiver, le jour et la nuit, alors que la température peut varier de 30 degrés. Ça, c'est formidable, quand même. On ne peut pas faire aussi bien, à ce point de vue-là. Donc,
il y a quand même beaucoup de choses que nous devons nous poser comme question. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre un peu de ce qui se passe dans la nature? Cette ville au Yémen, elle a été construite avec la terre qui se trouve juste à côté. Et elle est autoclimatisée aussi, il fait très très bon à l'intérieur, à n'importe quelle saison, grâce à l'épaisseur de ces murs en terre. Et vous savez quoi? Le chantier pour construire ça, c'était magnifique. Mais quand la ville, ou certains immeubles de cette ville seront détruits, parce qu'ils font 8 ou 10 étages, ils seront encore plus beaux. Vous avez déjà vu ce que c'est qu'une ruine d'un immeuble en terre? C'est magnifique. Là, il y a quelque chose à comprendre. C'est que la valeur d'un bâtiment est aussi bien la manière dont on le construit, comme la manière dont on le vit, et la manière dont il va se recycler. Et là, le recyclage est parfait. Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à un immeuble depuis sa création jusqu'à son retour à l'environnement? Voilà un immeuble en Irak qui a été fait avec les roseaux qui poussent juste à côté. Quelle architecture magnifique! C'est superbe et tout à fait renouvelable et sans jamais de consommation de CO2, etc. Ça pousse tout seul. Il y a de multiples exemples autour de nous d'une architecture parfaite, 100% adaptée au climat et qui correspond aux besoins des gens qui l'occupent. Alors à partir de cette réflexion-là, j'ai commencé à réfléchir sur toutes sortes d'autres choses. D'abord, la nature. La nature, vous savez, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement. Tout ce qui n'était pas rentable a été rejeté. Chaque déchet devient la nourriture d'un autre. Tout fonctionne en circuit fermé. Et surtout, tout peut continuer à se développer sans épuiser le système, sans créer des problèmes qui vont à un certain moment faire bloquer complètement l'évolution de ce qui existe. Ça, c'est une merveille absolue, ce que vous voyez là. C'est un biobéton extraordinaire. Jamais nous n'avons réussi à faire un béton aussi bien, aussi bon que cela. Et ça, c'est un petit mollusque qui fait ça gentiment, dans le mètre cube qu'il trouve autour de lui, sans jamais déranger personne, sans usine, sans rien. Mais c'est plus solide que les bétons que nous faisons nous. C'est complètement lisse, c'est tout à fait étanche, ça ne s'effrite pas. Et vous savez quoi? Le béton que nous faisons nous, c'est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre. On détruit une roche qu'on cuit à très haute température qui va libérer tout le CO2 qu'elle a mis des millions d'années à constituer. Et là, c'est tout le contraire. Il a absorbé du CO2. Ah, ça, c'est quand même incroyable. Il y a là un savoir-faire que nous ne pouvons pas encore faire réellement. On essaye, on travaille. Là, vous voyez un banc, un bol, etc., qui ont été faits avec un biobéton. Donc, ce sont les premières expériences que l'on fait, on cherche de ce côté-là, mais on ne sait pas encore bien le faire, on ne sait pas en tout cas le faire à grande échelle. Donc, en le faisant comme ça, à partir des matières premières que l'on trouve dans notre environnement, on ne va pas encore très loin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on cherche là-dedans et qu'on va un jour y arriver. Ce que vous voyez là, c'est un biovert magnifique. La chitine d'une libellule est transparente, elle a plein de propriétés techniques que nous pourrions tout aussi bien utiliser que le biovert qui est fait dans les massifs coralliens et qui constitue une transparence, etc., une solidité magnifique. Alors moi je dessine. Je dessine une fenêtre, par exemple, qui pourrait ressembler à une aile de libellule, en me demandant simplement est-ce que ça tient la route ou pas. Est-ce que le dessin va me donner quelque chose qui va me faire penser que c'est peut-être une voie intéressante à suivre? C'est par le dessin que je le fais. Donc quand j'arrive à faire un dessin qui me plaît, mais je me dis il y a peut-être une voie à suivre dans ce domaine-là. Là, vous avez un massif corallien. Le massif corallien, c'est de multiples organismes vivants qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qui forment un écosystème. Est-ce qu'une ville ne pourrait pas être constituée comme un massif corallien, de multiples écosystèmes qui fonctionnent l'un par rapport à l'autre et qui créent
un environnement qui est autosuffisant en lui-même, enfin relié à d'autres bien entendu, parce que rien n'est jamais un îlot complet, mais comme une forêt primaire, comme quelque chose comme ça. Un massif corallien, plus le temps passe, plus il devient complexe, sophistiqué, plus la biodiversité s'installe. Tant qu'on ne vient pas le bousiller, évidemment. Mais si on le laisse tranquille, c'est la richesse même qui se développe. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ce que vous voyez là, moi, quand je regarde ça, qu'est-ce que je vois? Je vois une colonne, je vois des poutres, et je vois 1 hectare de capteurs solaires tout autour, qui transforment l'énergie solaire en photons, donc en électricité. Et il y a au Japon un laboratoire qui fait tourner des ventilateurs avec la photosynthèse. Il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire que nous pourrions nous aussi utiliser pour arriver à avoir des nouvelles technologies qui nous permettraient de retrouver ce lien essentiel entre la nature, entre notre environnement et nous. Capter le soleil comme le fait une feuille et en faire de l'électricité serait certainement quelque chose de tout à fait profitable. Et des laboratoires dans le monde s'en occupent et cherchent des solutions comme ça. Le dernier prix Nobel de chimie, c'est là-dessus qui travaille depuis des années en recherche fondamentale. Ce que vous voyez là, cette araignée, elle fabrique un fil qui est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale. Et elle le fait avec son abdomen, dans le mètre cube, ce qui se trouve autour d'elle, sans déranger personne. C'est formidable, elle le recycle quand elle en a plus besoin, elle le remange pour pouvoir le ressortir, etc. C'est aussi quelque chose que nous pourrions apprendre. On a essayé, on a capturé les araignées, on leur a demandé de travailler pour nous, elles ne sont pas si bêtes, elles ne veulent pas. Dès qu'on demande de faire ça, elles veulent travailler pour elles et pas pour nous. Les vers à soie, eux, ils ont bien voulu. Alors à quoi ressemblerait une habitation qui serait faite d'une pellicule, quelque chose, un cocon qui se met à l'extérieur et d'une structure qui a poussé? On aurait peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que c'est moins intéressant que les habitations que l'on crée maintenant? Alors moi je chipote, je cherche aussi, donc je dessine là une structure qui a poussé et qui est refermée par une membrane, une peau, un tissu, un biotextile qui capte l'énergie solaire, qui nous isole, qui est transparent à certains endroits, translucide à d'autres, isolant de notre côté, et qui créerait des sortes de structures, mais dont la caractéristique principale, c'est qu'elles seraient 100% durables, c'est-à-dire qu'elles peuvent perdurer dans le temps sans épuiser la planète, au contraire, en absorbant le CO2. Parce qu'un arbre, quand il pousse, sa caractéristique principale, c'est qu'il va absorber du CO2, il va nous aider à réparer un peu toutes les difficultés qu'on a dans notre environnement. Donc j'imagine des cités entières qui fonctionnent à partir d'un principe comme ça. La structure est arborescente et qui est refermée par une forme de biotextile. Il y a un bonhomme que je trouve très intéressant, c'est Serge Ferrari. En France, c'est lui qui fabrique dans de très grandes usines ces architectures textiles. Et il est fort avancé dans les techniques d'utilisation de fibres végétales. Il trouve des structures qui permettent une certaine transparence, une isolation. Il peut même mettre des capteurs solaires dans ces tissus. Donc il y a des tas de gens qui cherchent partout dans le monde à trouver des technologies nouvelles qui vont nous permettre certainement un jour d'avoir des modes de fonctionnement qui sont très différents de nos petites boîtes métalliques. C'est chaque fois pour moi l'occasion de chercher des formes d'architecture. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles me plaisent? Est-ce qu'elles ne me plaisent pas? Quand elles ne me plaisent pas, je ne les garde pas. Sinon, c'est aussi l'occasion de voir si c'est riche ou si c'est pas riche. Si une ville qui est faite à partir d'un arbre comme le figuier étrangleur, qui a cette faculté d'avoir ses racines qui se soudent et qui font un maillage très solide, qui permettrait de faire une enveloppe qui serait quelque chose qui va
pouvoir maintenir la peau à l'extérieur, eh bien peut-être que ça pourrait ressembler à ça. Ou encore tout à fait à autre chose. Prenons par exemple une cité balnéaire. Et chacune de mes architectures est spécifique en fonction du lieu où elle va s'implanter. Et dans un environnement balnéaire, on voit que les vagues se forment naturellement sur l'eau et sur le sable. Et si c'est le relief que l'ensemble des conditions météorologiques impose, pourquoi est-ce que la construction dans ces environnements-là ne pourrait pas reprendre ces formes de vagues? Est-ce que ce serait intéressant ou pas? Mais c'est ce que j'essaye de montrer par le dessin et voir que cette intégration avec l'environnement pourrait peut-être être bénéfique. Et je travaille là-dessus, là, je montre vite une petite image parce qu'il y a les plans de la ville, les coupes, l'ensemble de la manière dont ça peut être constitué. J'ai fait la même chose pour la cité Lotus, où je pars de la feuille de lotus et sa fleur pour imaginer une ville. Là, j'étais invité par Arte à faire un reportage au Japon, et c'était le résultat de ce travail que j'ai fait avec eux, sur la forme que pourraient avoir ces habitations à partir de cette feuille de lotus qui est excessivement bien architecturée, parce qu'elle est très solide, elle résiste bien au vent, à des tas de choses, elle a des propriétés hydrophobes qui font qu'elle a une surface qui est toujours excessivement propre. Et puis la fleur de lotus, elle pourrait très bien contenir, par exemple, un ballon rempli du gaz provenant des déchets organiques de l'ensemble de la cité, le gaz méthane, plus il y aurait gaz, plus la fleur s'ouvrirait et indiquerait à l'ensemble de la cité les capacités de réserve que la cité a encore en récupérant tout ce que ces déchets organiques. L'Urba Canyon, elle vient de la réflexion et du regard que j'ai porté sur des massifs rocheux dans le Grand Canyon, qui m'ont invité à travailler sur une sorte de gros biovert avec un étang au milieu qui éclaire, parce qu'il est mis sur un voile tendu, l'espace intérieur entre les habitations. Mais je travaille aussi sur des villes existantes, parce que c'est aussi très intéressant de voir comment elles pourraient évoluer. Ici, nous sommes à Shanghai, et Shanghai, c'est une ville qui change et qui pousse à une vitesse considérable. Elle constitue quelque chose qui correspond bien à notre modernité. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est une ville incroyablement polluée. Certains jours, il y a une brume jaune qui envahit tout. Le fleuve jaune est complètement jaune. Et les Chinois sont jaunes pour d'autres raisons. Donc là, le panorama que vous voyez là est une sorte de... c'est en fait une échelle qui est temporelle. On commence en l'an 2000 ici, et là on est déjà en l'an 2060. Et vous voyez, 2050, etc. Donc progressivement, on voit comment la ville peut évoluer dans le temps en fonction de l'évolution des technologies. C'est donc là l'utilisation maximum de l'ensemble des ressources que peut nous apporter, des informations que peut nous apporter le biomimétisme. Donc le regard sur la nature qui peut enrichir d'autres manières de faire. Là nous sommes en 2100. Le biomimétisme est une science qu'on redécouvre. Bon, on a toujours inspiré de la nature. On l'avait un peu oublié, mais maintenant, grâce à l'américaine Janine Benyus, qui a écrit ce livre fondateur Biomimicry, on commence à comprendre l'ensemble des valeurs qu'il y a dans ce système-là. Et ça s'est propagé très rapidement un peu partout, donc vous avez certainement dû en entendre parler. À Bruxelles, il y a un groupe de chercheurs, de scientifiques qui sont réunis autour de Biomimicry Europa, dont je fais partie. Moi, je ne suis pas du tout chercheur dans ce domaine-là, je n'ai aucune capacité scientifique, mais je peux peut-être dessiner des choses qui sont rendues possibles par
le regard qu'on peut poser sur l'ensemble de ce que la nature peut nous apporter. Alors cette réflexion que je pose sur la ville, à la demande de différentes communautés dans différents endroits, là c'est Nantes, je pose mon chevalet et je regarde à quoi cela pourrait ressembler si la nature devient un élément de composition, un élément de réflexion, si les bâtiments existants commencent à avoir une autre peau, une peau vivante. Tous les bâtiments qui sont là, ou presque, enfin je dirais 80% sont existants. Et puis au fur et à mesure, ils commencent à se développer, la nature vient se mettre dessus, mais une nature contrôlée, etc. Une nature qui est guidée par l'homme pour qu'il puisse modifier son environnement et faire de la ville une sorte de paysage. Un paysage où il ferait bon se promener, où on pourrait accéder aux toitures des immeubles, où le végétal aurait repris ses droits dans l'ensemble de la cité. Et chacune des parties, chaque structure est une structure qui capte l'énergie solaire, qui le transforme en électricité avec toutes sortes de systèmes. On peut avoir des éoliennes, toutes sortes de choses qui sont intégrées dedans. Quand je commence à réfléchir à la ville, j'ai inclus bien entendu les déplacements. Parce que une ville nouvelle ne se fait pas avec les moyens de déplacement stupides que nous avons aujourd'hui. Oui, stupide, parce qu'une voiture qui fait 1,5 tonnes pour transporter 150 kilos en moyenne de passagers vers la valise, c'est complètement idiot, ça n'a aucun rendement. Puis un moteur à explosion, ça n'a pas 10% de rendement. Donc on chute d'un coup à moins d'1%. Et pour ça, en moins de 200 ans, on va consommer tout ce que la planète a mis des millions d'années à constituer. Et on se détruit la santé, les poumons, etc., en respirant les gaz que ces engins produisent. C'est absurde. Alors, j'imagine d'autres choses. Donc, par exemple, un petit véhicule très léger, autonome, qui prend son courant dans le rail électrique. Parce qu'alors, il ne doit plus transporter ses batteries. Le gros problème des voitures électriques, ce sont les batteries qui coûtent cher, etc., qui s'usent vite, qui sont lourdes. Si on ne doit plus transporter ces batteries, un engin pour 2 ou 3, 4 personnes peut peser moins de 100 kg. Ce serait quand même un avantage très très important. Et puis c'est automatique, on ne se dépasse pas, on se met ensemble, parce qu'ensemble, on dépense beaucoup moins d'énergie. Mais on rentre ou on sort d'un convoi dès que l'on veut. On va se garer et quelqu'un d'autre prend le convoi. Ce serait une solution qui techniquement ne pose pas de problème aujourd'hui. On pourrait le réaliser et on serait beaucoup mieux au point de vue énergétique, au point de vue de la respiration et du calme de la ville. Avoir une voiture ultra puissante qui démarre la première au feu rouge est quelque chose qui est quand même assez débile. J'imagine toutes sortes de véhicules différents pour la ville. Là, nous avons un tram modulaire pour 7 personnes dont la coque provient directement de quelque chose qui a été planté dans un champ. Mais vous voyez, une structure qui a poussé comme ça, ça pourrait peut-être être intéressant. Depuis 700 ans, à Sauve, dans le Gard, on fait pousser des fourches. Et vous voyez, la forme est très précise. Elle est tout à fait droite, les 3 branches sont tout à fait bien guidées. C'est excessivement solide, une fourche comme ça ne rouille pas, ça fait plusieurs générations. Et si on fait pousser depuis 700 ans des fourches dans les champs, on pourrait peut-être un jour se dire qu'on pourrait faire un peu plus, mais non. Après 700 ans, on pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, faire la structure d'une voiture. Et la fermer par une résine bio. Elle existe, la résine bio, c'est une résine à base d'huile de lin. Et elle est 100% bio. On peut même la manger avant qu'elle soit polymérisée. Et elle a poussé dans un champ aussi. Donc on pourrait avoir une grande partie du véhicule qui viendrait d'une production
dans un champ. À ce moment-là, on n'a pas, tourne de côté, on n'a pas produit du CO2, on en a capté. Ça, c'est pour moi un élément important. Le cadre de ce vélo est en bambou, donc il a absorbé du CO2, il n'en a pas produit au moment où on l'a utilisé. Voilà la voiture avec laquelle je roule, vous l'avez peut-être vu devant. Eh bien, cet engin roule à 90 km/h sans pédaler. Je peux pédaler. Si je pédale bien, j'augmente mon autonomie. Bon, j'aime bien pédaler, donc je m'amuse. Et ce qui est formidable, c'est que ça ne coûte plus rien au point de vue de la consommation. Moi, je roule toute l'année avec ça, et cette voiture me coûte entre 30 et 40 euros par an en électricité. Si je la fais mon électricité solaire, ça ne me coûte plus rien. Alors, si je pédale bien, je peux faire 150 km avec un plein en énergie. Si je pédale pas, je fais 100 km. Et c'est un moyen de me déplacer qui est vraiment magnifique. Alors, comme cet engin ne fait pas de bruit, je trouvais que c'était parfois un peu dangereux. Donc j'ai rajouté le galop d'un cheval quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas vu arriver, ou d'une locomotive à vapeur s'ils ne bougent pas encore. Alors ça fait rire tout le monde, ça c'est formidable, c'est très amusant. Quand je dépasse un camion sur une autoroute à 90 km/h et qu'il me voit pédaler comme un fou, il ne comprend pas, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors si en plus ça fait le bruit d'un cheval, alors là il est complètement scotché. Alors maintenant j'ai travaillé à un nouveau prototype. Donc celui-là, c'est un prototype pour 3 personnes, 3 pédaliers, et la coque est en bois. Bon, je n'ai pas encore pu la faire pousser, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais la voilà terminée, et la voilà dans le square en face de chez moi. Ça fait partie des choses que j'aime bien expérimenter, parce que pour moi, vous présenter une idée, enfin parler d'une idée et rien faire, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vous savez, faire un véhicule, tout le monde vous dit c'est impossible, il faut faire des crash tests, etc. On part par des dizaines, des centaines de millions. Ah oui, c'est vrai, mais parce qu'on part de choses très compliquées. Mais améliorer un vélo, ça, on fait ce qu'on veut, tout le monde vous fout la paix, il ne faut même pas faut pas d'assurance, il faut rien du tout. Là, j'ai 3 vélos qui sont mis ensemble et qui roulent à 30 km/h, je vais même sur les pistes cyclables avec ça. C'est une solution qui est tout à fait adaptée à ma pensée, à ce que je réfléchis, à ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est une autre idée. Vous avez déjà réfléchi à ça? Quelqu'un qui court, eh bien, il dépense 50% de sa force simplement pour freiner le poids de son corps au moment où il tombe sur un pied. 50% de son énergie à freiner le poids de son corps. Alors là, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'améliorer le système, même si c'est déjà la nature qui l'a fait. Alors j'ai imaginé une sorte d'exosquelette qui part des pieds qui vont jusqu'aux hanches et qui est un ensemble de ressorts qui accumule l'énergie au moment où je retombe sur mes pieds, qui se tend et qui me permet de faire leur saut. Alors si je ressaute plus haut la première fois, comme je pars de plus haut, la fois suivante, je peux encore sauter plus haut. Et je me dis qu'à force de sauter plus haut, avoir un vol plané, ce serait quand même pas mal. Parce qu'alors ça me permettrait d'aller encore plus loin. Ah ben ça commence à devenir intéressant, parce qu'alors se déplacer, c'est un art, c'est un ballet, c'est une danse, c'est une manière de s'exprimer, ça devient vraiment amusant. Peut-être que c'est ça notre grande chance, c'est de se dire avec tout ce qu'on a créé comme problème dans notre environnement, quand ça bloque, on va devoir inventer des choses un peu plus intelligentes que ce qu'on a fait, plus rigolotes, plus amusantes, qui vont nous permettre d'enfin prendre possession de notre vie, de nos gestes, de ce que nous faisons. Et c'est ce que j'imagine et que j'essaye de présenter dans différents projets. L'engin que vous voyez là, c'est l'engin volant le plus performant qui ait jamais été inventé. C'est fabuleux. Vous voyez ces engins voler au bord de l'eau ou n'importe où, ils font très peu d'efforts pour se maintenir en l'air. Ils utilisent des courants, etc., mais la forme de leur volumétrie et leur profil font qu'ils travaillent très très bien avec le vent et ont un rendement considérable. Il y en a qui font 10 000 km sans escale, avec simplement des graines qu'ils ont bouffées dans leur point de départ.
Donc on réfléchit à d'autres moyens de locomotion. Ça, c'est pas mon projet, c'est celui d'un designer français. Il part d'un dirigeable sur la forme de la baleine. Ben oui, parce qu'elle est bien profilée pour résister au courant. Moi, je pense à autre chose, à un ornithoplane à ailes battantes. Donc, si on part de l'idée d'un engin qui est un dirigeable, il est gonflé à l'hélium, mais plutôt que lui donner la forme d'une saucisse qui n'a absolument aucun intérêt, si je lui donne la forme d'un oiseau et que ses ailes sont articulées avec des soufflets pour pouvoir battre, je peux mettre sur tout l'extrado de mon engin volant des capteurs solaires. Plus mon engin est grand, plus il y a de capteurs solaires, plus il a d'énergie pour pouvoir voler. Et il est déjà maintenu en apesanteur simplement par le gaz, l'hélium qui se trouve à l'intérieur. Voler avec ça, c'est voler de manière beaucoup plus douce, sans bruit, etc., sans danger. S'il y a quelque chose qui se passe, l'engin se dégonfle un petit peu et tout doucement, ça fait sur le sol. On est dans un autre plan. On est plus stressé, on est dans la beauté, dans la qualité de la vie, dans l'harmonie. Un engin comme ça qui survole nos villes, ça ne présente aucun danger. Maintenant, je travaille sur un prototype d'une Raymanta, très grande Raymanta, parce que son vol est plus adapté que celui d'un oiseau, parce qu'il se déplace en apesanteur dans l'eau, tandis que l'oiseau doit se maintenir en l'air par battement d'ailes, sinon il tombe comme une pierre. La Raymanta, pas. Et son vol est magnifique, c'est superbe. Donc, je repars de ce prototype-là, et j'en ai un en projet pour le moment. Mais là, voilà une expérience que j'ai faite en volant, en battant des ailes, dans un grand hangar pour montgolfière. Ça marche très bien. On peut se déplacer très facilement avec ça. Je ne peux pas sortir parce que le vent prend trop dans le ballon. On n'a pas encore trouvé la forme nécessaire. Mais ça, c'est un engin qu'un de mes amis a réalisé et qui est extraordinaire. Voler avec ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai traversé la faculté de la science et toutes sortes d'endroits avec cet engin. C'est incroyable. Et là, on a vraiment la sensation de voler. C'est pas comme dans nos avions complètement ridicules. Un Boeing, on ne vole pas, on est téléporté, on se retrouve de l'autre côté de la planète sans avoir compris ce qui se passait. Mais on perd l'essentiel des choses qui sont importantes, c'est-à-dire l'émotion, le vécu, quelque chose qui nous rentre dans les tripes. On est ailleurs, on est dans le virtuel. Et c'est un peu ça qui nous pourrit la vie. On n'a plus la sensation des choses importantes. Donc voilà le lieu sur lequel je travaille avec quelques amis, un aérium, un endroit où on peut inviter des gens à venir expérimenter le vol battu. Alors vous voyez, on rentre par là, ici au départ, et là vous voyez c'est l'entrée, c'est une grande volière dans laquelle il y a toutes sortes d'oiseaux qui volent, parce qu'on commence par regarder un peu comment font les autres, ceux qui savent bien faire. Et donc on pénètre dedans et puis on arrive au bout, dans la grande bulle, qui est une simple toile gonflée avec une légère surpression, et les aéroplumes peuvent voler là, ou d'autres engins. On pourrait mettre une cinquantaine d'aéroplumes en l'air, et il y a une petite lumière à l'intérieur qui fait qu'elle s'éclaire la nuit comme une luciole, et elle arrive avec la lumière pour éclairer le paysage. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement. Il y a différentes choses dans mon aérium. En plus de la grand panorama, il y a un musée pour le vol battu. Il y a un endroit qui est un simulateur de vol où on apprend comment voler, comment faire les gestes pour pouvoir voler avant de se lancer là-dedans. Il y a une salle d'exposition temporaire, il y a une salle de cinéma qui nous montre le vol, et là il y a l'espace de lévitation, ça je vous l'expliquerai après. Et puis surtout, il y a des grands ateliers en bas où les gens peuvent fabriquer leurs ailes, parce que la grande idée, c'est de dire aux gens, vous aussi vous pouvez voler de vos propres ailes, et les fabriquer vous-même comme vous l'entendez, parce que ça c'est un vrai projet. On n'est pas dans le monde virtuel et numérique. Quand on a réalisé quelque chose comme ça, après on est différent, parce qu'on l'a vécu en vrai. On s'est élevé dans l'air, on s'est appuyé sur l'air, et on a senti ce que c'était que de se déplacer simplement en prenant appui sur l'air.
Ça, c'est mon jardin à Bruxelles. Je ne suis plus dans la maison que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, vous voyez, il y a 2 grands arbres. Et c'est là que j'ai voulu expérimenter mon espace de lévitation. Donc, j'ai installé un siège, une corde qui va jusqu'à une poulie et un treuil. Et j'ai là un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui analyse les ondes mentales. Dès que je rentre en méditation, l'appareil envoie un signal au treuil et le siège monte dans l'arbre et je vais jusque dans la canopée. Tant que je suis en méditation, je reste dans mon arbre. Ouais, beaucoup plus haut que ça, mais là on ne me voit plus quand je suis au-dessus. Et ça, c'est réellement le cœur même de ma recherche. Allier l'esprit avec le corps. L'élévation de l'esprit correspond à l'élévation du corps. Et quand je suis là-haut, je perçois l'ensemble de la ville en pleine conscience, à travers le feuillage, toute la respiration de la ville. Et c'est ça qui me nourrit, qui nourrit mes projets, qui nourrit tout ce que je fais, par l'expérimentation et la recherche d'aller plus loin par toutes sortes de choses qui sont complètement liées à un vécu réel, donc en opposition à ce qui peut être rêvé. Alors ça, c'est ce que les voisins voient quand je monte maintenant, mais comme ils voient les engins avec lesquels je roule, ça les étonne. Alors ça, c'est la baignoire que j'ai à Bruxelles aussi. J'ai réalisé en bois du multiplex. J'ai simplement découpé des planches du multiplex à la scie sauteuse et je les ai poncées. Alors vous voyez, l'eau coule d'une source ici pour alimenter le bain, ou de la rivière ici pour alimenter le lavabo qui se trouve là. Et ce sont les cailloux que vous voyez là qui commandent ça. Quand je tourne ce caillou par ici, l'eau est chaude, par là il est froid. Quand je tourne le caillou noir, par ici, l'eau coule par là, ou sinon elle coule par là, et ce caillou-là, il ferme la vanne. Alors pourquoi ça? Un appareil sanitaire, ça ne me fait pas rêver. Vous le designez aussi bien que vous voulez, tout simple, ou avec des crolles, ou tout ce que vous voulez, ça reste un appareil sanitaire. Et là, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la nature, c'est une cascade, une source, et c'est la forme la plus simple pour pouvoir me laver les mains. Vous voyez, il y a ici une courbe, et là, je me sens bien quand c'est comme ça, et là, mes 2 mains, elles passent là. C'est le plus simple qui soit. Mais en même temps, ça évoque des choses qui me rappellent tout ce que j'ai vu dans la nature. Je ne cherche que ça. Simplement, comment je peux capter ça et en faire quelque chose qui va continuer à me porter vers cette symbiose, cette recherche de m'enrichir de tout ce qui m'entoure. Ici un dessin de Bruxelles en 2100, nous avons la bourse ici, et là une tour d'atterrissage pour les ornithoplasmes à ailes battantes. Ici, on va rentrer dans un autre type de réflexion, c'est la 4e dimension. La 4e dimension est excessivement importante, on l'oublie souvent, c'est le temps. Rien ne se fait sans le temps. Une ville a eu un passé, un présent, aura un futur si on la respecte un peu. Et j'ai posé mon chevalet là en 1800 et en 1900 et ainsi de suite. Et là c'est le parcellaire, c'est l'évolution du parcellaire suivant le temps. Donc on commence en 1800. On regarde vers là, et voilà ce qu'on a. On a des champs, on a un petit canal, quelques allées, pas grand-chose. Ce dessin a été fait à partir de multiples plans cadastraux et gravures d'époque. Ce ne sera pas exactement ça, mais ça ressemble assez bien. Là, on est en 1900. Boom immobilier énorme, on a tout construit. Mais c'est juste la même vue. Je ne change pas mon chevalet de place. Il y a une sorte de cohésion à cette époque entre les matériaux, parce qu'on ne va pas les chercher très loin, donc il y a une unité, il n'y a pas encore trop d'industrie, donc ça se passe bien. Ici, on est en 2000,
Et là, on voit, c'est beaucoup plus chaotique, les voitures un peu dans tous les sens, des usines qui côtoient les habitations. On est dans un mode de fonctionnement et de vie qui sont qui sont moins en harmonie, en tout cas, que ce qu'il pouvait y avoir avant, au niveau simplement de l'unité et de l'urbanisme. Et ici, on est en 2100. Et j'imagine l'évolution de la ville avec des habitations, des structures qui auraient intégré le vivant, quelques toitures qui sont végétalisées et l'ensemble de la ligne de chemin de fer qui est devenue une coulée verte et l'évolution de toutes ces parties vers des architectures qui intègrent chaque fois j'ai été un peu vite. Voilà. Donc nous avons ici, nous sommes en 2200, donc toujours la même vue, et vous voyez comment les toitures vertes se sont de plus en plus développées. Ce sont des véritables promenades qui mettent en communication une partie de la ville avec une autre et permet ainsi un déplacement plus lent et plus sous forme de promenade. Et chacun des immeubles sont devenus des formes de paysages urbains qui s'intègrent tout à fait aux constructions. L'ensemble du canal a été couvert par une vaste résie qui permet de le climatiser, et il y a une vague qui défile en permanence. Là, vous voyez qu'il y a des surfeurs, là aussi. Et ici, il y a des planches à voile, il y a quelques palmiers, même parce que si c'est autoclimatisé, on peut imaginer qu'on pourrait avoir une végétation qui serait propre à ce climat-là. Ici, nous avons une ville résiliente, la ville potagère. Vous savez que dans nos villes, nous avons une autonomie alimentaire de moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise comme la crise du pétrole qu'on a eue en 83, de moins en moins de voitures qui roulent, il n'y a plus d'essence dans les pompes. C'est pas difficile, on n'a plus à manger. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a créé quelque chose d'aussi aberrant, autant de fragilité dans un système qui est tellement vulnérable. La mondialisation nous a fait qu'il y a un pétard qui saute de l'autre côté de la planète et ça y est, tout est bloqué, comme ça a déjà été le cas. Et ça, on commence maintenant un petit peu à s'en rendre compte et à réfléchir à rendre une ville, nos besoins essentiels devraient pouvoir être fournis pendant un temps, en tout cas, dans nos villes. Rendre une ville autonome au point de vue nourriture, c'est trouver sur les toitures des vergers, des potagers, des serres, des poulaillers, des ruches, des pigeonniers, tout un ensemble de choses qui rendraient notre ville différente. Est-ce que retrouver le contact avec ce qui pousse, ce qui fait partie de nos besoins les plus élémentaires, serait une perte au niveau de la qualité de la vie? Moi, je crois tout le contraire, que ce serait une manière de nous renouer avec les valeurs qui doivent être les nôtres. Se rappeler que nous sommes des êtres biologiques, des êtres vivants, et que l'endroit dans lequel nous devons vivre devrait avoir cette appartenance avec le vivant, devrait avoir cette présence. On devrait pouvoir le sentir bien plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Un immeuble de bureau dont on aurait décidé de coiffer sa toiture d'une nouvelle construction qui serait serre, potager, verger, etc., dans différents étages, avec des rampes pour y accéder, le pigeonnier là, etc., toutes sortes de choses qui les rendraient peut-être un peu plus humains, peut-être plus vivants. Alors, la cité végétale, j'y pense déjà depuis quelques années, à l'expérimenter, à voir ce que ça pourrait donner. Et là, nous sommes en Italie, à Artesella, un des tout hauts lieux du Land Art, où des dizaines d'artistes ont réalisé des œuvres pérennes qui sont implantées dans l'environnement montagneux, qui est vraiment très très beau. Nous sommes entre Venise et Vérone, dans la montagne.
Et là, c'est Dougherty qui a fait ces cabanes tressées, mais il y a toutes sortes d'autres œuvres qui ont été faites avec les matériaux principalement que l'on trouve dans cet environnement. Et là, il y a une cité végétale que j'ai plantée il y a maintenant 4 ans, et qui commence à pousser, qui font ces formes de tipis, qui sont refermées par des plantes grimpantes. Et ils sont rassemblés par des sortes de passerelles. Il y a cet escalier qui monte vers la passerelle du dessus. Et l'ensemble devait être refermé par l'intérieur par un textile qui va permettre d'avoir des chambres d'hôtes pour les artistes qui sont à résidence là et qui viendraient passer quelques temps pour réaliser une œuvre en plus. Ici, c'est un travail que j'ai fait sur Strasbourg. J'étais artiste à résidence à Strasbourg durant une année, ce qui m'a permis de travailler avec les étudiants sur la ville, d'imaginer son développement futur. Surtout, je suis parti surtout des HLM qui étaient existants. Toutes les constructions que vous avez vues ici ont une base qui existe réellement, mais qui ont été reliftées dans toujours cette même idée. Et j'ai aussi relifté le tram de Strasbourg pour amener les gens à la cité végétale dans quelque chose qui évoque ce que pourrait être un jour autre chose, parce que évidemment je n'ai pas touché à la structure du tram, mais qui avait déjà l'allure de quelque chose qui pouvait être comparé à des cellules qui s'emboîtent l'une dans l'autre et qui constituent un convoi. Avec les étudiants en architecture, je leur ai proposé de réaliser des nids qui allaient être posés le long du canal, à une dizaine de mètres de l'endroit où était exposée la cité végétale. Et ces nids devaient être réalisés avec les matériaux naturels qu'ils trouvaient dans leur environnement. On les a aidés avec différents jardiniers et des artistes vanniers à constituer des enveloppes dans lesquelles ils pouvaient vivre quelque temps, passer une nuit, expérimenter ce que c'est que de vivre au niveau d'un arbre avec comme voisins des oiseaux, communiquer entre eux avec des appos plutôt que des cris, et ainsi penser une chose, la réaliser et puis la vivre. C'était un même mouvement et l'expérience était vraiment très intéressante. Les étudiants ont adoré, il y avait beaucoup de monde pour venir voir comment ça se passait. Et il y a eu une douzaine de nids qui ont été constitués comme ça et qui ont été investis, habités, etc. et fêtés durant toute une semaine là à Strasbourg. Là, nous avons la perspective d'un panorama d'une cité végétale qui montre un peu ce que peut donner une ville existante d'un peu plus près, dans laquelle chaque rue a évolué vers donc, quelque chose qui intègre le vivant, comment les constructions ont été aménagées progressivement. Là, vous voyez une tour qui abrite des ornithoplanes et parfois des maisons qui ont très peu changé, qui sont restées égales à elles-mêmes, et d'autres qui se sont donc parées de ces peaux et de ces membranes liées avec l'environnement, qui ont cette respiration et cette capacité de capter l'énergie solaire. Ici, la tour que vous voyez là, c'est une antenne. C'est une antenne que j'ai imaginée qui pourrait être une antenne de diffusion télépathique. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, je ne pourrais pas vous répondre, mais l'idée serait qu'on pourrait peut-être arriver un jour à ce qu'on puisse communiquer par une forme de télépathie. Envoyer des émissions vers d'autres.
je me suis demandé quel serait le contenu de ces émissions. J'ai pensé qu'une valeur intéressante qui serait à communiquer, ce serait l'émotion qu'un artiste aurait au moment de la conception, la réalisation d'une œuvre. Quelles sont les forces, les pulsions qui l'amènent à réaliser quelque chose. Ce ne serait pas l'œuvre, ce serait simplement l'ensemble de ce qui émane de lui au moment où il crée quelque chose. Ici, nous sommes à Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve telle qu'elle est aujourd'hui, et au-dessus, c'est le dessin de sa projection future. Et là, vous le voyez maintenant dans la version 2200. Parce qu'il y a 500 ans, c'était Thomas More qui écrivait son livre sur l'utopie, et les autorités académiques de Louvain-la-Neuve m'ont demandé de réfléchir à un dessin qui pourrait exprimer ça. Donc j'ai redessiné la ville, chaque rue, chaque relief sont restés tels quels, mais l'ensemble des constructions, quasiment toutes ont disparu dans 500 ans. Qu'est-ce qu'on retrouvera de ce que nous avons construit aujourd'hui? Je crois pas grand-chose. Donc j'ai cherché à me mettre simplement sur les tracés existants, parce qu'eux restent quand on a une rue 500 ans plus tard, même si toutes les maisons ont été démolies plusieurs fois, on les reconstruit dans le même alignement et dans le même ordre. Ici, c'est une vue de Bocraig, cette petite ville recomposée, refaite, qui se trouve dans la partie flamande du pays, qui est réalisée avec, donc avant l'industrialisation. Donc là, c'est toute l'utilisation de tout ce qui se trouve sur place, mais beaucoup aussi du vent, de l'eau, etc., moulin à vent, moulin à eau, le relief du sol, etc., a été travaillé. Alors je fais en miroir la projection de ce que pourrait être, dans quelques dizaines, centaines d'années, un espace rural, paysager, qui travaillerait sur les mêmes idées. Comment peut-on faire un relief qui va capter, qui va faire un venturi et augmenter la force du vent, les habitations intégrées au sol pour pouvoir mieux résister à l'ensemble des choses, et puis utiliser le soleil aussi dans un relief tout à fait particulier. C'est aussi pour moi une manière par le dessin, de montrer à quel point il y a matière à réflexion dans tout ce que l'histoire nous a apporté comme solution. Et pour terminer, simplement 2 photos pour le plaisir. La nature, pour moi, ce n'est pas que des solutions techniques et scientifiques ou biomimétiques, c'est aussi un art. J'y trouve une beauté absolument incroyable qui ne fait jamais que augmenter. Plus je m'y intéresse, plus je regarde, plus je découvre. Et s'il y a bien quelque chose qui ne m'a jamais déçu, c'est cela. Merci de votre attention. Peut-être passer aux questions. Oui. Je me demandais quel était votre rapport au dessin, puisque c'est beaucoup de temps à dessiner, vous disiez. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte vraiment, justement, trouver des crayons et un papier, on a cité d'autres techniques, justement, qui pourraient aider, que beaucoup trouvent justement plus facile à utiliser, pour un auteur, puisqu'il y a le problème de logiciel de dessin. Et pourquoi est-ce que vous voulez rester justement le crayon ou ça pourrait C'est une question vraiment intéressante. Donc, il y a
il y a beaucoup de réponses. D'abord, il y a aussi mon âge. J'ai commencé à dessiner depuis que je suis tout petit et quand les ordinateurs sont apparus, j'avais déjà une grande maîtrise du dessin. Donc l'ordinateur pouvait m'apporter moins qu'à des jeunes qui commencent beaucoup plus tôt, ça certainement. Mais en dehors de ça, je trouve que le dessin fait main apporte une émotion que l'ordinateur ne peut jamais apporter. Parce que là, nous avons d'un côté une magnifique machine qui vole des images partout et qui les rassemble dans quelque chose et qui essaye de les unifier. Mais elles ont toutes été volées à gauche et à droite pour faire quelque chose. Quand je dessine, je commence par me promener, réfléchir, monter dans mon arbre ou dans ma baignoire et construire dans ma tête le dessin que je veux faire. Je ne dessine jamais sans que je ne sache où je vais. Et quand j'ai imaginé quelque chose, très vite, je fais quelques croquis de ce que j'ai en tête. Parce que les idées se perdent très très vite. Donc j'ai plein de carnets de croquis avec énormément de dessins dans lesquels je vais parfois puiser quand j'ai besoin d'une idée qui m'en manque. Mais surtout, le dessin a une faculté étonnante, c'est qu'il n'est pas juste. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'ordinateur. Mais les déformations du dessin montrent des intentions plus intéressantes que la réalité intégrale. Elles montrent ce qu'on veut au-delà de la forme en elle-même. Et il y a quelque chose de très très intéressant dans ce dont elle s'éloigne de la réalité. En fait, quand je fais un dessin, j'ai droit à 2 dimensions seulement. Quand je suis dans la réalité, j'en ai 4 toujours. Donc je suis avec des moyens qui sont réduits dans un certain sens. Il me faut donc trouver comment je peux pallier à ça par un angle de vue, une couleur, une lumière, une ambiance, une épaisseur d'air, quelque chose qui va se rajouter et qui va donner envie de rentrer dans le dessin. Le dessin a des facultés extraordinaires. C'est un langage qui est compréhensible par n'importe qui dans le monde, quelle que soit la langue qui parle. Instantanément, on rentre dans un dessin ou on n'y rentre pas. On l'aime ou on ne l'aime pas. Mais l'effet est immédiat. Donc, j'ai toujours ressenti ça. Depuis que je suis tout gosse, je me suis exprimé par le dessin. Et j'ai trouvé qu'un dessin exprimait bien plus que tous les mots que je peux dire. Moi, je rêve de vous faire une conférence où je me tairai complètement et je laisserai juste parler les dessins. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai réfléchi. C'est quelque chose qui est excessivement puissant. Et dans le dessin, il y a d'abord tout l'héritage des peintres qui m'ont appris énormément de choses. Mais il y a la bande dessinée aussi. La bande dessinée est un moyen extraordinaire de communication. Elle est d'une efficacité redoutable quand on veut exprimer quelque chose qui passe avec force. La bande dessinée est magnifique. Donc moi j'ai essayé d'assimiler un peu tout ça et d'en faire un outil qui par définition devient un outil personnel et qui permet de rendre des choses que je ne pourrais pas rendre autrement. D'autres questions? Oui? Est-ce que ça vous arrive de faire de la forme pour de la forme? Tout ce que vous dessinez, chaque cours, vous dire un sens. Parce que moi, vos dessins, je fais une certaine unité. Oui. Pour le geste ou je le fais assez souvent. Donc j'ai fait plusieurs livres. Je fais souvent des dédicaces de mes livres. Quand je fais une dédicace d'un livre, je me laisse complètement aller. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je fais un trait et je regarde ma main qui fait un trait, qui fait quelque chose. Et c'est ce que je ressens par rapport à la personne qui se trouve là. C'est toujours assez organique, ça part un peu dans tous les sens. Parfois ça m'étonne tout à fait. C'est chaque fois différent.
Et ça, c'est quand je me laisse complètement aller. Mais je ne le fais que dans ces conditions-là. Je ne sais pas pourquoi. En général, je ne commence à dessiner que quand j'ai véritablement une idée et quand je l'ai d'abord visualisée. Et là, c'est tout le contraire. Parce que je parle avec la personne et en même temps, je dessine. Donc, c'est un peu comme de l'écriture automatique. Mais j'ai déjà vu des dessins qui sortaient comme ça, qui m'ont fortement intéressé. J'ai demandé si je pouvais faire une photocopie pour pouvoir la garder, parce qu'il y avait quelque chose dedans qui m'avait surpris, qui était sorti tout seul. Et donc tout ce que vous dessinez pour vous est réalisable? Ça, je ne dirais pas. Je cherche à ce que ce ne soit, de ne pas être dans le rêve. J'éloigne complètement toute idée du rêve. Le rêve, ça peut devenir un cauchemar. Le rêve, on se réveille à un certain moment et on voit que ce n'est pas la réalité. Donc moi, j'essaye de construire mon travail sur des hypothèses. Mais les hypothèses sont ceux d'un développement durable qui a été excessivement loin. Est-ce qu'un jour on y arrivera ou pas? Je n'en ai aucune idée. Mais je fais cet exercice, simplement. J'aime bien expliquer ça en disant envoyer une fusée sur la Lune en 1960, c'est une utopie complètement folle. Personne ne sait comment faire. Mais on s'est fixé comme projet et on a mis les moyens, les intelligences, etc. On a mis tout le monde dans un même lieu. On a dit allez-y les gars, hein. Moyens illimités, il faut qu'on sorte de notre planète. On est arrivé. Les utopies que je présente sont plus réalisables que d'envoyer une fusée sur la Lune. C'est-à-dire qu'il faut moins de moyens, moins de travail pour réaliser ce genre de choses, à mon sens. Mais il se fait qu'on n'a pas encore mis les moyens nécessaires pour arriver à cela. On attend. Qu'est-ce qu'on attend? Il se fait que un projet de développement qui va faire la fortune, la gloire, la puissance de quelques-uns marche beaucoup plus facilement que quelque chose qui va servir uniformément à tout le monde. Si ce n'était pas le cas, il y a longtemps qu'on aurait éradiqué la faim dans le monde, le paludisme ou d'autres maladies. C'est simplement ça la question. Si on ne le fait pas, c'est parce que ceux qui sont vraiment aux manettes, aux commandes, ils n'ont pas ça comme dans leur ambition. On va attendre un moment de crise alors de nouveau. Est-ce que ça se passera dans un temps de crise et que c'est uniquement dans un moment de crise de pénurie d'aliments qu'on pensera à débloquer des budgets? Mais il y en a de plus en plus de monde sont conscients de cela, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens partout dans le monde qui réfléchissent, qui travaillent à des solutions qui sont véritablement durables. Nous avons Ville en transition, qui est un mouvement formidable qui va dans ce sens-là. On va se balader un peu en Allemagne, on voit il y a partout des capteurs solaires et des éoliennes, etc. Ils ont abandonné le nucléaire de manière excessivement énergique et les énergies renouvelables, le passif, etc. a pris un développement formidable. Et c'est à partir d'exemples qui fonctionnent que l'on peut commencer à le répéter. Mais il faut d'abord expérimenter, essuyer les plâtres chez soi avant de pouvoir dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a encore tout à faire. Il y a un boulot magnifique qui nous attend tous et pour lequel il y a tellement de possibilités. Le monde n'est pas fini. Question. Tantôt vous avez parlé, donc vous étiez assis dans votre fauteuil, dans votre jardin, vous viviez dans l'air, ouais, grâce à vos méditations. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Non, je vais mieux expliquer. Donc il y a un petit appareil qui a été inventé, je pense, par des Allemands, qui s'appelle le biofeedback, qui est une sorte d'électroencéphalogramme qui analyse les ondes mentales.
Donc, quand on passe d'onde mentale qu'on appelle alpha à bêta, et qui est l'état de la méditation. Cet appareil capte simplement ce changement d'état. Donc, c'est technique, c'est vraiment très simple. Donc, j'ai bricolé cet appareil pour le relier comme interrupteur au treuil qui a été mis au pied de l'arbre là. Donc, c'est bêtement de la mécanique. Bon, il fallait un peu chipoter pour arriver à trouver comment le faire correctement, que ça monte correctement, et puis mettre une sécurité. Donc j'ai en plus un enrouleur qu'on utilise pour ceux qui travaillent sur les toitures, pour si jamais j'ai un gros problème, je ne tombe pas, il y a une sécurité, j'ai un baudrier, etc. Donc tout ça marche bien, et je fais expérimenter plein de gens qui viennent me voir. Un peu méditer. Et les gens ils sont fascinés par ça, parce que c'est réellement cette sensation de se dire, mais je sens l'élévation de mon esprit, mais je sens que mon corps suit, qui fait le même mouvement. Oui. C'est au moment où vous avez parlé de la vigilance. Oui. Même dans vos travaux, vous avez parlé d'intégrer la nature de manière contrôlée. Pourquoi contrôler? Parce que c'est un peu une opposition à la nature, non? Non, un jardin peut être contrôlé, un arbre on peut le tailler. On peut tailler un arbre, ça ne lui fait pas de tort. On peut faire une greffe, on peut couper des branches, on peut le travailler. Si on veut pouvoir l'utiliser, fonctionner en bonne intelligence avec lui, comme un potager. Un potager, c'est des végétaux qui sont maîtrisés, contrôlés. On a sélectionné une plante, on l'a replantée, etc. On l'entretient, on l'arrose quand il faut. On peut aussi travailler avec une nature sauvage, mais on n'habite pas alors, ou beaucoup plus difficilement. Ou en tout cas, tout le monde ne l'habitera pas avec autant de plaisir. Ici, l'idée, c'est de faire un projet d'une évolution de notre manière de faire qui soit compatible avec le degré de confort qu'on demande aujourd'hui, à peu près. Et là, il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais encore vous expliquer et parler, sur les vêtements, etc. Il y a des projets considérables que l'on peut faire, des vêtements qui sont autorespirants, etc., qui sont isolants à certains moments en fonction de la température extérieure. Tout ça est en développement actuellement sur base de l'observation de fonctionnement qui se trouve chez les animaux, dans les plantes. On trouve beaucoup de choses. Oui. Alors moi je voulais revenir sur votre premier projet qui a été, si j'ai bien noté, en 1965, oui. Votre maison personnelle, qui était autoconstruite. Oui. J'avais une question par rapport à l'autoconstruction. Oui. Tout d'abord, comment vous voyez son évolution aujourd'hui? Et remettre ça en lien avec la cité jardin que vous avez fait en Italie. Vous avez dit que ça a pris quand même 4 ans à pousser. Oui. Et mettre en lien entre la temporalité d'un projet et sa mise en œuvre avec la nature et l'autoconstruction. Et savoir comment aujourd'hui on peut lier les deux et arriver à avoir des solutions qui se rapprochent un peu de vos dessins, de vos conceptions. J'aime beaucoup l'autoconstruction parce que ça crée un lien très étroit entre la maison que l'on habite et son propriétaire. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec des clients qui ont construit leur maison eux-mêmes et qui se sont réappropriés, qui ont trouvé des choses qui... Et à ce moment-là, le lien entre la maison et eux était vraiment très intense. Ça leur permettait de se sentir réellement bien. Pour moi, la maison, c'est une manière... Enfin, pour passer à une maison, un lieu de vie, quand il est vraiment travaillé en fonction de ce que l'on est,
amplifie ce que nous sommes, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir des relations avec les autres qui sont beaucoup plus signifiantes. Et pour moi, c'est une sorte de décor dans lequel la vie est jouée et trouve sa résonance complète, où chacun trouve mieux sa place. Quand c'est bien fait, on se sent excessivement mieux soi-même. Et ça, c'est pour moi le travail d'un architecte, c'est arriver à répondre de manière très précise à la personnalité de chacun et les intégrer dans le processus de création de la maison. Maintenant, ce qui pousse à Artesella, c'est un embryon de quelque chose que j'ai fait avec les moyens que j'ai aujourd'hui et qui ne sont pas très importants, qui sont très loin des projets que je vous ai montrés. Mais c'est toujours pour moi l'idée que le réel d'aujourd'hui doit enrichir la chose de demain. Et que dès le moment où je l'ai vécu, expérimenté, etc., je peux aller plus loin dans un autre projet. Et je ne peux pas imaginer mon travail autrement que comme étant un ensemble de choses qui sont expérimentées et puis qui sont reposées après, ailleurs, dans un autre imaginaire. Donc, je fais toujours des allers-retours entre ces deux pôles. Alors, comment est-ce que quelqu'un pourrait construire une maison qui pousse? Ça, je n'ai pas vraiment la solution. Je sais qu'il y a des arbres qui poussent excessivement vite, qui peuvent faire 20 ou 25 mètres en 2 ou 3 ans, et des gros arbres. Ce sont des extrêmes, évidemment. En général, un arbre met beaucoup plus de temps. Mais le bambou, lui, il pousse en une saison. Il atteint une taille énorme, 10, 15 mètres, 12 mètres facilement. Donc, dans l'ensemble de mes dessins, de mes cités, il y a une cité bambou, je ne vous l'ai pas montré, mais elle fonctionne uniquement à partir de bambou. Parce que le bambou, il a énormément de capacité, il est souple, etc. Et puis, une fois que il peut être utilisé aussi bien mort que vivant. Deux choses que je voudrais vous dire. J'ai fait une petite exposition au Point Culture à Bruxelles, boulevard Botanique et rue Royale, au coin, qui s'ouvre jeudi, vendredi, qui sera là pendant un mois. Vous verrez les engins, etc., les maquettes sont présentées. Et j'ai un site internet, citévégétale.net, dans lequel il y a beaucoup de choses, plus que ce qu'il y a dans ma conférence. Donc il y a des petits films, il y a des écrits, il y a l'ensemble, il y a sur chacun des projets, vous pouvez voir beaucoup de choses. Je voudrais simplement remercier M. Skeuten pour toutes ces images que chaque fois il porte à l'imagination, à la recherche, à des questionnements, etc., qui sont souvent très essentiels. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de débats au sein de cet atelier. Merci beaucoup et bravo aussi à Camille pour cette organisation qui a été un vrai grand succès. Merci beaucoup.